Salut les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube de l'After. Et oui, vous le savez, nous avons tous rajeuni dans l'After. On est sur YouTube maintenant, on a rajeuni d'à peu près 20-30 ans. On est en pleine forme et on est là pour un nouveau rendez-vous, le DR Show. Bon, on n'est pas super au point parce que j'ai l'oreillette qui tombe un petit peu, mais on va y arriver quand même. Le DR Show, c'est quoi? C'est un nouveau rendez-vous sur cette chaîne YouTube de l'After et on va rencontrer des acteurs du foot. DR, ça fait également un peu docteur. On va tenter d'ausculter le foot, pas que français. Et pour démarrer ce nouveau rendez-vous, j'ai un invité. Attention, c'est un génie breton. Il s'appelle Julien Stéphan. Salut Julien. Bonjour Daniel, merci pour le surnom. Je ne sais pas si ça m'a vraiment servi, mais en tout cas, je sais que ça vient de vous. Mais moi non plus, je ne sais pas en fait si ça t'a réellement servi. Et je trouve ça chouette qu'on démarre par ça. Parce que je me suis toujours demandé comment... tout le monde sait que j'aime bien donner des surnoms dans l'after. Je ne sais pas comment tu l'avais pris à l'époque. Et si finalement tout le monde avait compris pourquoi j'avais souhaité te donner ce surnom. Comment tu l'avais vécu toi à ce moment-là? Bah, pas très bien, mais pas au point de ne pas vouloir répondre aujourd'hui et de faire cette interview, mais pas top dans le sens où quand on arrive dans ce métier-là, on aime bien, en tout cas moi j'aurais souhaité arriver aussi avec... je dirais avec le recul et puis le fait de pouvoir venir tranquillement dans ce métier-là sans avoir d'étiquette précise. Déjà que j'avais déjà une pancarte dans le dos, d'en rajouter une autre, ça n'a pas été très simple. Mais C'était quoi la première pancarte? C'était quoi la première pancarte que tu avais dans le dos? Bah, je pense que la première pancarte, c'était Fils 2 et pistonné. Ah, je oui. pense qu'elle était assez claire. Voilà, Ouais, je vrai, c'est vrai. pense. On l'a déjà entendu. En même temps, en acceptant le poste, j'acceptais aussi éventuellement ces problématiques-là. Il fallait que je les gère. On n'allait pas Ensuite, dans rompre ce l'héritage métier-là. non plus. Hein. Il fallait bien Non, assumer. et j'en suis fier d'avoir ce nom-là, de porter ça, même si mon parcours a toujours été différent, moi, du parcours de mon père, puisque j'ai passé beaucoup de temps à la formation. Et que c'était mon credo initial, et qu'ensuite ça a bifurqué vers les seniors et vers le professionnalisme. Mais en l'occurrence, ça m'a mis une deuxième petite pancarte, mais en même temps, ça m'a mis dans le bain aussi. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, je peux peut-être vous remercier aujourd'hui d'avoir fait ça, parce que ça, ça a renforcé encore la nécessité pour moi de m'imposer dans ce milieu-là de manière différente. Alors moi je vais préciser pourquoi à l'époque je m'étais amusé avec ce surnom. C'est parce que mine de rien je trouvais quand tu es arrivé à Rennes, ça correspondait à une sorte de vent de fraîcheur. On avait pas mal de nouveaux entraîneurs sur les bancs en Ligue 1 à ce moment-là. J'ai l'impression qu'on sortait un petit peu d'une vieille classe d'entraîneurs français. Tu avais une façon de parler, une façon de t'exprimer. C'était forcément un petit peu plus moderne. Et puis tu portes assez élégant, jeune, et j'aimais bien ce nouveau visage. Et quand tu t'exprimais, je sentais, et moi, j'ai jamais pensé que c'était péjoratif ou qu'il fallait prendre ça mal, qu'il y avait chez toi une forme d'ambition, de faire de Rennes un club à ce moment-là dont on allait parler un petit peu plus. Ça correspondait aussi, je trouvais, à ce moment-là à Rennes, à une nouvelle ambition dans le club, entraîneur jeune. J'avais l'impression que tout allait ensemble. Et comme il y a eu un petit emballement médiatique autour de ton arrivée, et que quand tu parlais, tu dégageais beaucoup d'assurance, génie breton, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Ok, ça me permet aujourd'hui d'avoir tous les justificatifs. Ce qui me fait plaisir, là, Daniel, dans ce que vous dites, ce qui me fait plaisir. En même temps, c'est peut-être ce qui m'a coûté aussi un moment, c'est le terme d'ambition, parce que pour moi, l'ambition, c'est pas péjoratif. Au Moi non contraire. plus. Moi non plus. C'est quelque chose d'important, je pense, quand on a mobilisé et à sublimer un contexte, je dirais un environnement dans lequel on évolue. L'ambition, ça me semble être un des leviers principaux et fondamentaux. Finalement, pour aller au-delà de ce qui est fait et puis pour aller au-delà des espérances, parce que si on veut aller au-delà des espérances, il faut montrer de l'ambition. Après, il faut en assumer les conséquences aussi, et parfois on a le retour de bâton, ça c'est clair. Mais le terme d'ambition, c'est un terme qui me tient à cœur. Après, l'assurance, c'est peut-être... je ne sais pas si je dégage de l'assurance. Fondamentalement... Est-ce qu'il en faut pas de l'assurance quand on est coach, quand on s'adresse à un groupe jeune, au moment où le club a envie d'exister dans le paysage footballistique français, qu'il s'est installé maintenant
depuis des années dans le top 6 avec la volonté d'aller encore plus haut. Est-ce que finalement, c'est pas un mal d'avoir de l'assurance et Non. d'avoir un discours ultra positif, voire un petit peu à poigne, non? Ouais, la frontière après, elle est entre l'assurance et la suffisance. C'est la frontière et c'est la limite peut-être qui peut exister, ou en tout cas qu'on peut laisser apparaître. Mais je pense que l'assurance, très, très sincèrement, dans ce métier-là, dans ce milieu-là, si on n'arrive pas avec oui, un minimum d'assurance et de confiance en soi, surtout plutôt que d'assurance, c'est de confiance en soi, parce Mm. qu'on est confronté à investir en permanence au Ah oui. quotidien, on est jugé tous les jours dans chaque prise de parole, dans chaque acte. Je dirais encore plus lorsqu'on n'a pas de passé de joueur, et ce qui est mon cas, j'ai pas de passé de joueur. J'arrivais dans un vestiaire pro avec juste un passé de modeste formateur, sans aucune référence de haut niveau. Donc, il faut afficher une forme d'assurance, une forme de confiance en soi nécessaire pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir exister, pour pouvoir être respecté. Ensuite, la frontière, je pense, elle est entre la confiance et la suffisance. Il ne faut pas que ça soit perçu par de la suffisance. Ah, et le fameux passé, c'est important en France culturellement quand on n'a pas été un grand joueur, c'est assez difficile parce que si dans d'autres pays, Portugal, Espagne, Italie, ne pas avoir été un grand joueur de foot, ça n'empêche pas de faire des carrières de coach. En tout cas, en France, ça a toujours été mal vu. Je ne sais pas si tu en avais conscience au moment où on t'a propulsé sur le banc. Mais il y a beaucoup de choses dont j'avais pas forcément fondamentalement conscience, et je dirais presque heureusement. C'est ce qui permet, lorsqu'on débute ce métier-là, d'avoir une forme d'insouciance. Et finalement, les premiers mois, c'est pour moi mes meilleurs mois parce qu'il y avait une insouciance totale en fait, complète. En plus, ces premiers mois ont été bons, il y a eu de la performance sportive. Donc cette insouciance, je pense qu'au départ, elle m'a permis aussi de pouvoir m'exprimer, de pouvoir me rassurer, parce que qu'on le veuille ou non, lorsqu'on débute dans ce métier-là, avec les exigences et les attentes qu'il peut y avoir, on n'est pas complètement sûr de soi, encore plus avec le parcours que j'avais pu avoir. Donc cette insouciance, pour moi, elle a été déterminante au début. Après, c'est aussi un métier difficile et il y a forcément des premières embûches qui arrivent, il y a des premières difficultés, il y a parfois des premiers échecs qui existent et qui font partie de l'expérience et qui font partie du métier et desquels on retire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments dont on n'a pas conscience au départ et peut-être que, en tout cas pour ma part, pardon, ça a été une bonne chose de ne pas avoir eu conscience de tous ces éléments-là, je dirais de manière très concrète et totale. Julien, qu'est-ce qui s'est passé finalement dans ta carrière entre le départ très réussi à Rennes, avec cette victoire en Mhm. Coupe de France, le fait que tu quittes le club? Oui. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là, tu attendais quelque chose peut-être de plus important. Il y a eu Strasbourg. Honnêtement, passer de Rennes à Strasbourg, j'ai l'impression que c'est quand même un pas en arrière, avec tout le respect Mhm. qu'on doit à l'équipe de Gilbert. Et là, tu reviens à Rennes. C'est comme si tu recommençais finalement. C'est comme si tu redémarrais. Bah, c'est un parcours atypique, je pense. Alors, il s'est passé beaucoup de choses dans ce parcours-là. Il y a eu, c'est vrai, très vite de la réussite. Et finalement, alors, ça a été à la fois quelque chose d'extrêmement positif par moi parce que ça m'a peut-être permis de gagner un petit peu en crédibilité, en assurance. En même temps, de réussir au bout de 6 mois à gagner la Coupe de France et un premier titre. L'année d'après, de qualifier le club pour la Ligue des Champions, ça a aussi peut-être suscité beaucoup d'attentes. Ouais. Euh, Certainement, mais ça, malheureusement, on ne choisit pas. Lorsque ça se passe bien, on ne va pas refuser que les bonnes périodes arrivent, mais elles sont arrivées très tôt dans ma très jeune carrière. Je ne vais pas le regretter, mais en même temps, dans l'analyse, je m'en sers aussi et j'avais bien conscience de manger mon pain blanc à cette période-là. Il y a eu un départ, en effet, au bout de un peu plus de 2 ans et demi, de 27 mois. Je me suis déjà exprimé dessus, mais certainement où je me suis précipité. Alors, par inexpérience, Mais par pourquoi tu t'es manque de précipité à ce moment-là? lucidité, Julien, pourquoi tu t'es parce précipité que à partir à ce moment-là? j'étais au bout, parce que j'étais fatigué, parce que j'avais le sentiment de perdre le fil, parce que je trouvais plus les solutions, parce que le club était aussi quelque chose de très important pour moi et peut-être que je voulais pas être responsable d'une forme de déclassement sur une saison, même si sur une saison ça peut arriver. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui sont entrés en ligne de compte. L'attachement très profond et très fort que j'ai pour le club aussi m'a certainement amené à prendre cette décision-là.
Je l'ai regretté après parce qu'après analyse, je pense que c'était pas pour moi, en tout cas à titre personnel. Je sais pas si pour le club c'était pas bien, mais pour moi, dans ma carrière, dans mon début de carrière, c'était pas une bonne décision. Mais en même temps, je l'ai prise et je l'ai toujours assumée. Donc c'était pas un regret quand je dis que je me suis précipité. C'est pas un regret, c'est simplement après analyse de dire que j'ai peut-être été un petit peu trop vite. Mais et en même temps, ça a été une grande richesse pour moi d'avoir vécu, je dirais, toutes ces émotions pendant 27 mois, qu'elles soient positives en grande partie et puis douloureuses aussi à la fin, parce que ça a été Mhm. très très douloureux pour moi de prendre cette décision. J'ai mis beaucoup de temps avant de récupérer de ça. Le départ à Strasbourg qui a surpris, oui. Alors il a peut-être surpris. Moi, j'ai jamais eu véritablement de plan de carrière, donc je me suis jamais posé la question de savoir si c'était un déclassement quelque part ou pas. J'ai considéré que c'était la possibilité déjà de continuer mon métier et on se rend compte qu'en France, a fortiori depuis qu'on est à 18 clubs, avec aussi le nombre maintenant d'entraîneurs étrangers qu'il peut y avoir en Ligue 1, bah, que d'avoir un poste en Ligue 1, c'est pas Ouais, donné à tout le ah monde. Donc oui, ah oui. j'ai considéré ça comme une opportunité, une possibilité de pouvoir continuer à me développer, de grandir, d'acquérir de l'expérience, peut-être d'apporter aussi moi ce que j'avais vécu à Rennes. Il se trouve qu'on a fait une première saison exceptionnelle en finissant sixième et ça a été top. Une deuxième saison plus difficile et ça s'est fini de manière prématurée. Mais comme finalement, dans ce métier-là, dans toutes les périodes plus difficiles, c'est là où on apprend le plus sur soi, sur son environnement, sur son management, sur son fonctionnement global. Et donc, tout ça m'a permis et me permet encore de continuer à grandir. Et C'était quoi puis, il y cette a eu histoire cette d'embrouille bagarre. avec ton adjoint à Strasbourg? Ça s'est mal passé quoi, entre vous? Ça s'est mal terminé, je veux dire? Ça allait au-delà de la. C'est difficile pour moi d'en parler parce que ça va au-delà de l'aspect professionnel. Il y avait un aspect humain, d'amitié profonde, parce qu'on se D'accord. connaissait depuis de nombreuses années, depuis la période finalement de la formation à Rennes. Et ça dépasse le cadre du professionnel. Ça aussi, ça m'a beaucoup chamboulé cette expérience-là. Elle m'a changé quelque part aussi parce que lorsque ça se finit pas de manière optimale, on peut pas mettre tous les reproches sur l'autre. Il faut aussi être en capacité soi-même de s'analyser, de savoir ce qu'on n'a pas bien fait, et c'est mon fonctionnement. Même si parfois je peux laisser penser le contraire ou je peux laisser transparaître le contraire, mais je suis quelqu'un qui est très dur avec moi-même, énormément dans l'autocritique. En tout cas, ça m'a chamboulé. Après, le développer ici, je pense que c'est pas le sujet, mais mais d'avoir vécu cette expérience-là, en tout cas, modifie mon approche du management, modifie mon approche aussi de la gestion d'un staff. Et le retour à Rennes, qui est un retour alors complètement inattendu, je presque dire inespéré, parce que ça faisait 10 mois d'inactivité, qu'un club de ce calibre-là, même s'il était en difficulté hein, il y a un mois et qu'il est toujours dans une situation qui n'est pas optimale, m'a amené à ne même pas réfléchir, à de répondre favorablement à l'opportunité qui m'était présentée, et puis à remercier encore une fois la famille Pinot pour la confiance. Mais comment ça se passe, Mais je pense pas. hmm. Julien, le comeback à Alors, Rennes, ça se passe oui. comment? C'est pas Oh, Rennes va pas bien, Genesio s'en va, on prend le téléphone, on téléphone hmm. à Julien Stéphan, on lui dit tu veux revenir. Il y avait quand même, vu que la situation était problématique depuis quelques semaines, il y avait déjà eu quelques contacts avant. Les boss vous avez téléphoné pour dire au cas où, si jamais ça devait se confirmer la mauvaise période, t'es prêt à revenir? Non, alors de manière très concrète et très simple. Moi, en partant de Rennes, je suis parti en démissionnant et finalement en acceptant de laisser, je sais plus, c'était 15 mois ou 16 mois de salaire et en partant sans rien. Donc j'ai gardé finalement ce lien-là avec les propriétaires, un lien de confiance réciproque, même si je pense qu'à ce moment-là, ils ont mal vécu ma décision et qu'ils n'ont peut-être pas comprise et que ça a peut-être un petit peu heurté. Mais je l'ai fait en mon âme et conscience et j'ai conservé des liens amicaux parce que j'ai un Ouais. respect, j'aurai un respect quoi qu'il arrive éternel envers eux parce qu'ils m'ont donné l'opportunité au départ de pouvoir commencer dans ce métier-là. Voilà. Et qu'on a vécu ensemble une émotion indescriptible qui est l'émotion d'avoir gagné quelque chose ensemble. Et ça, quoi qu'il arrive dans l'avenir, personne ne pourra nous l'enlever, ça. Mhm. Personne. Et donc, on avait gardé des liens, pas constants, pas réguliers, mais des liens occasionnels. Et moi, j'ai été très sincèrement très surpris du coup de téléphone parce que je pensais pas que ça allait changer aussi vite. Après, je peux me mettre à la place aussi de Bruno et de l'entraîneur. S'il était au bout, ben, ça peut arriver de dire stop, j'ai plus les ressorts, je me sens plus la possibilité de pouvoir continuer. Et lorsqu'il a, je pense, donné sa décision au propriétaire ou en tout cas au club, au responsable du club,
Et ben, ils m'ont appelé dans la foulée pour savoir si j'étais éventuellement intéressé pour un retour. Mais les matchs de Et Rennes, ce tu les à quoi regardais? Depuis le début de la saison, tu alors j'ai regardais les matchs de regardé, Rennes? ouais, j'ai regardé beaucoup de matchs hein, quand on est en inactivité. Bah, tu voyais que Franchement, on ça allait n'arrête pas pas. d'être Tu voyais bah, bien on que n'arrête pas d'être ça allait entraîneur, pas. quoi. Ouais, on n'arrête pas d'être entraîneur, on regarde plein de choses. On a la chance justement en inactivité d'avoir des journées complètes pour pouvoir regarder beaucoup de matchs, que ce soit en France ou à l'étranger, aussi d'éveiller sa curiosité sur ce qui est mis Mais, en place, sur ce qui peut fonctionner dans certains clubs, ce qui peut moins bien fonctionner, d'essayer de comprendre de l'extérieur, même si de l'extérieur on n'a pas tous les éléments, mais pour Julien, essayer de savoir. Quand Oui, tu regardais Rennes depuis le début oui, de la saison, évidemment, tu savais ce qui s'était dit durant l'été. Tu savais que le club avait oui, beaucoup recruté, qu'il y avait une nouvelle oui, ambition, qu'on disait on veut finir dans la zone Ligue des Champions. Tu regardais les oui. matchs, tu voyais bien qu'il y avait un truc qui clochait et que ça Mhm. allait mal tourner. Tu l'avais pas anticipé parce que nous, on l'anticipait en tant qu'observateur. Ça m'embêterait que toi, tu l'aies pas senti quand même. Mhm. Non, non, parce que si je disais oui, ça voudrait dire que je m'étais imaginé pouvoir reprendre le flambeau. Et Non, en non, aucun cas, je ça veut m'aurais pas imaginé. forcément dire ça. Voilà. Ça veut pas forcément dire ça. Ça veut pas dire je suis prêt, je suis là, appelle-moi François, Mhm. j'arrive tout de suite. Non, non, c'est juste Mhm. regarder et se dire, dis donc, par rapport au recrutement, par rapport à ce qui a été annoncé, c'est un peu décevant. Et puis on avait entendu que Bruno était un peu lassé en fin de saison dernière, il est reparti. Je sais pas ce Mhm. qu'on disait, tu lis les médias, tu voyais bien qu'il y avait un truc Oui, oui, qui oui. allait pas quand même. Parce que je constatais qu'il y avait un problème de constance, en tout cas dans la performance, puisque il y avait jamais eu deux victoires consécutives, il y avait eu Ouais. voilà, il y avait eu des matchs qui avaient plutôt été dominants dans certaines périodes de jeu, mais qui n'avaient pas été conclus par des victoires. Donc je voyais qu'il y avait un problème de constance. Ensuite, c'est difficile de faire une analyse profonde lorsqu'on n'est pas à l'intérieur du club et qu'on n'a pas les éléments. Et moi, même si j'ai un passé rennais, et que j'avais des gens encore à l'intérieur du club que je connaissais, en aucun cas j'allais à la pêche ou aux infos ou savoir ce qui se passait, ça m'intéressait pas du tout et je fonctionne pas comme ça. Mais je constatais de l'extérieur qu'il y avait oui, un problème de constance, en effet. Hmm. Mais très Et honnêtement, pas de joueurs, il n'y avait pas un problème de joueurs, il non. y avait pas, tu te disais pas, ah disons qu'ils ont mis beaucoup d'argent sur la table cet été, la défense c'est quand même pas terrible. Bah de toute façon maintenant c'est ta défense, donc tu Je, dois le savoir que c'est pas terrible. ouais. Non, je me disais qu'il pouvait y avoir une problématique de complémentarité, notamment en termes d'âge. Voilà, parce que je pense que quand on affiche des ambitions aussi importantes que ça, il faut aussi pouvoir se reposer sur un certain nombre de joueurs qui ont déjà vécu ça et qui puissent être moteurs. Et donc, Ouais, mon interrogation, elle était là-dessus. Elle était sur est-ce que par rapport à l'effectif, il y a suffisamment de joueurs d'expérience qui puissent être moteurs pour amener le club là où il souhaite aller. Donc c'était un questionnement. Mais quand on est à l'extérieur, ça restait je dirais à la phase du ouais, bien sûr. questionnement. Hmm, hmm. Maintenant, en étant en interne, bah, c'est sûr qu'on a fait aussi un diagnostic depuis un mois. Alors on va oublier pour cette saison les objectifs initiaux parce on est trop loin. Mais on s'est rendu compte aussi de certaines choses, peut-être certains réajustements nécessaires pour le mercato. Et pour autant, quand on dit ça, c'est pas critiquer ce qui a été fait en amont parce que je sais trop bien la difficulté que représente de pouvoir constituer un groupe, construire un groupe, ajuster un groupe, avoir les complémentarités nécessaires. C'est très difficile à effectuer. Vraiment, c'est très dur à Ah faire. oui, c'est bien sûr que c'est Euh, difficile, Julien, mais ça fait partie du taf. Et là, clairement, alors évidemment, tu vas pas le dire, mais nous, on l'a dit et les observateurs l'ont dit. Oui, l'effectif, il a mal été, il a mal été construit. Donc maintenant, tu disais, vous allez faire avec. Et bon, la zone Ligue des Champions, c'est abandonné. Mais dans cette Ligue 1, parfois, ça va assez vite. Même une sorte de cinquième, sixième place, c'est mort. je sais pas, je crois qu'il y a 8 9 points sur le cinquième, sixième, sur une demi-saison. Aujourd'hui, ça paraît beaucoup quand tu as gagné 4 Ouais. matchs en Oui, 17 c'est journées. Je sûr, pense c'est que sûr. c'est un peu présomptueux et de pouvoir afficher, ambitionner Ouais, ouais. ça. Hmm. Et pour autant, tu peux pas non plus avoir un discours fataliste et défaitiste et de dire que c'est mort. Mais il faut être aussi réaliste par rapport à la situation. On a gagné 4 matchs sur 17. Bon, ça veut dire aussi certaines choses. Alors, il y a matière d'améliorer les choses, il y a matière à faire mieux. Je pense qu'il y a matière à initier un vrai rebond sur la deuxième partie de saison. Ça fait partie aussi de l'histoire d'un club, de pouvoir vivre des saisons presque en deçà ou en dessous des espérances et des objectifs initiaux. C'est-à-dire, tous les clubs les ont vécus finalement ces dernières saisons. Je crois que sur les 6 dernières saisons, seuls Paris et Rennes ont été à chaque fois européens. Ça veut Oui. dire que des clubs prestigieux, voilà, il y a des clubs prestigieux, plus prestigieux encore que Rennes, qui ont eu passé une année difficile ou en dessous des objectifs initiaux. Et ça ne les a pas empêchés l'année d'après ou l'année suivante de remonter dans les objectifs. Donc, Bah, je pense après, que il y a l'objectif de la moyen, deuxième partie de il y a saison. encore deux moyens d'aller en Coupe d'Europe l'année prochaine, hein, quand même. Hein.
Ouais, il y a d'autres Il y a moyens, la mais Coupe de on connaît France et aussi l'Europa League. Ouais, ouais, tout à fait, oui. Tu C'est ce choisis que quoi? j'allais dire. On connaît je dirais, la particularité de ces compétitions où tu es aussi dépendant du tirage, enfin, il y a dépendant de beaucoup de choses. Alors là, en l'occurrence, en Europa League, on a tombé plus gros. Donc, on est tombé sur le Milan AC. Je considère qu'aujourd'hui, c'est une grande chance pour nous parce que forcément, ça sera une top expérience. Si tu te fais éliminer, on va considérer que c'est normal. Si tu passes, on va dire que tu as fait un exploit. Voilà, mais ça sera qu'au mois de février. Et puis pour la Coupe de France, c'est une compétition qui nous tient à cœur. C'est une compétition aussi d'humilité où les plus petits peuvent battre des plus gros et on commence par un derby à Guingamp en 32e de finale qui sera pas un match simple et qui nous mettra directement dans le vif du sujet. Mais imaginez une qualification européenne via la Coupe de France, c'est pas simple dans un premier temps. Après, ambitionner d'aller le plus loin possible dans la compétition, bien évidemment, et Ouais. en tout cas de faire une meilleure deuxième partie de saison que la première, ça c'est clair, pour initier une forme de rebond et préparer aussi ce qui pourrait se passer sur la saison prochaine. Franchement, il y a pas mal de choses à faire dans cette deuxième partie de saison. La coupe, ok, je pense que vous allez être beaucoup à la vouloir parce que les équipes qui démarrent mal un championnat souvent essayent par la Coupe de France de se racheter un petit peu. Mais bon, vu les derniers vainqueurs, Toulouse et Nantes, je me dis qu'il y a peut-être une place. Ouais. Pourquoi pas? Bon, la Coupe d'Europe, si déjà on peut faire une petite aventure pour faire vibrer un peu les supporters, mais comme tu l'as dit, contre Milan, ça va pas être simple. Mais bon, il reste quand même 2-3 choses positives à envisager pour la deuxième partie de saison. Je reviens juste sur ton comeback à Rennes. C'est dissipé le malentendu avec le directeur sportif? C'est une solution qui était dans les clous. Voilà. Vous dire que c'était mon premier choix, je vous mentirais si je vous disais ça. Maintenant, c'est comme ça, on se doit d'avancer de cette manière-là. Je le connais, je sais comment il fonctionne, je sais ce qu'il a fait comme travail ici au Stade Rennais. C'est bon, maintenant, Ah oui, bon. vous vous Il êtes y a parlé en tout cas, pour... Ouais. ah oui, oui. Pour ma part, il y a pas de malentendu. Vraiment, il n'y a pas de malentendu. Flo, quand il était arrivé au club, moi j'avais été à l'initiative, je dirais pas de son arrivée, mais d'une nouvelle forme d'organisation, puisqu'il n'y avait pas de directeur sportif au club. Et lorsqu'on m'avait demandé à l'époque comment on pourrait s'organiser pour avoir finalement une organisation optimum, j'avais pensé qu'un directeur sportif était essentiel pour prendre les décisions sur le recrutement, pour aussi avoir une vision très claire sur la politique sportive du club. Donc moi, Flo, j'avais été ultra favorable à son arrivée. On avait fonctionné ensemble pendant 8 mois. Ensuite, certainement qu'avec Bruno, ils se connaissaient depuis très longtemps. Ils avaient Oui. aussi développé une certaine forme de fonctionnement au quotidien. Et que le départ de Bruno a dû l'affecter. Mais voilà, c'est très clair. Moi, je suis arrivé aussi à la demande du propriétaire, de la famille Pinault. Peut-être que c'était pas l'objectif initial de Flo, ce retour-là. Et je lui ai dit tout de suite que je le comprenais et que je n'en prenais pas ombrage, loin de là, mais que pour le bien du club par rapport à son fonctionnement, voilà, il fallait, c'est même pas qu'il fallait, c'est qu'on devait fonctionner ensemble, mais j'avais la certitude qu'on pouvait bien fonctionner ensemble. Donc Mais moi, il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Mais Julien, donc c'est un truc qu'on n'a jamais su. T'étais pas numéro 1 sur sa liste. Donc ok, maintenant Hmm. vous vous êtes parlé, tout va bien. Mais on n'a jamais su c'était qui le numéro 1 sur sa liste alors. Ah, je sais pas. Ça, je sais pas. Ça, je peux pas te le Non, dire, j'en sais rien. non, Ah tu lui as non, pas, tu lui as pas ça, je sais demandé. Dis pas, donc Flo, Daniel. tu voulais pas Ah de non, moi, mais non, tu non, voulais qui? Il non, voulait qui? On sait pas, on n'a non, jamais su non, qui non, il non. voulait qui. Non, on sait pas. Non, mais Daniel, franchement, quand on arrive dans un club dans ces conditions-là, en plus dans ce timing-là, on va On se fait vraiment à discret. l'essentiel. Donc, On se on fait va à discret. l'essentiel. Ouais, on se fait discret, c'est vrai. On se fait discret sur un retour parce que les retours sont aussi toujours dangereux, hein. Les retours, c'est dangereux pour tout le monde. Et d'abord, c'est dangereux, je pense, pour la personne parce que on fait forcément référence au passé, on fait référence à ce qui a pu arriver. Et donc, on essaie de se faire discret et en même temps, on ne va pas s'excuser d'avoir été rappelé, mais on se fait discret par respect pour les gens en place, par respect aussi pour les gens qui ont travaillé juste avant et qui ont bien fonctionné, qui ont bien travaillé. Et ça n'empêche pas de faire un diagnostic, d'avoir aussi sa propre perception, parce qu'une fois qu'on est en poste, les responsabilités nous incombent de prendre les décisions nécessaires pour améliorer la situation. Bon, alors, améliorer la situation. Tu arrives, tu prends le groupe. Une équipe qui va pas bien, qui gagne pas de match, qui est en grand manque de confiance. Mais Oui. malgré tout, je le répète, il y avait eu un gros recrutement. Donc avec des joueurs qui arrivent très ambitieux.
Quand on sait que des mecs comme Blas, Lefebvre, qui avaient laissé des bonnes impressions dans leurs clubs respectifs les années d'avant, évidemment qu'une ancienne star comme Matic arrive. Bon, bref, sur le papier, l'effectif de Rennes, c'était quelque chose. Mais quand toi, tu arrives, tu ne le vois pas, puisque les mecs n'ont pas de résultats. Ils n'ont pas de confiance. La tactique, on ne sait pas si ça fonctionne. J'y viendrai dans quelques minutes, mais à Rennes, il y a des joueurs, je ne sais pas quelle est leur meilleure place. Donc prépare-toi parce que je vais te poser la question, il va falloir que tu me dises quelle est la meilleure place de certains joueurs. Mais quand tu arrives, le diagnostic, il doit être très rapide. La défense, ça va pas bien. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Quand on appelle ça vulgairement le pompier. Donc tu arrives avec les seaux d'eau, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont tes premières tâches quand tu reprends le club à ce moment-là? Disons que c'est assez particulier aussi parce qu'en réalité, ma prise de fonction à Rennes la première fois, elle avait aussi eu lieu en cours de saison. Donc, c'était pas une première pour moi. La grande différence, c'est que la première fois, j'étais dans le club. Donc, j'avais beaucoup d'éléments internes déjà. J'avais vu des matchs des tribunes, j'avais vu des matchs du stade. En étant entraîneur de la réserve, je voyais aussi régulièrement les séances d'entraînement. J'avais des échanges avec le staff. Donc, j'avais beaucoup d'informations. Là, le club, je le connaissais bien évidemment très bien, mais par contre, je n'y étais pas. Donc, il y avait des éléments que je pouvais observer, mais par contre, je n'avais pas tous les éléments par rapport à ce qui se passait en interne. Donc, la première chose, d'abord, c'est de discuter, d'échanger avec les gens qui sont en place depuis un moment et de partager leur opinion par rapport à ce qu'ils ont vécu. Ça me semble absolument essentiel et c'est un temps qui doit durer quelques jours pour avoir l'impression, pour avoir les ressentis des personnes en place, bien évidemment le ressenti des joueurs aussi et de prendre le temps d'échanger avec tous ces joueurs-là, mais de se laisser aussi une petite fenêtre de quelques jours, voire de 10-15 jours pour avoir son propre ressenti et le confronter à toute la somme d'informations qu'on vous a données. Parce que je pense qu'il faut jongler à ce moment-là, il faut jongler entre ce qu'on vous donne comme info, le ressenti des uns et des autres, et ce que vous pouvez ressentir, et ce que vous pouvez percevoir avec un œil neuf. Finalement, il faut jongler avec ça. Ça prend 15 jours, 3 semaines. C'est pour ça que finalement ce premier mois-là nous a permis d'essayer de poser un diagnostic le plus précis possible. Mais c'était quoi le diagnostic? C'était quoi le diagnostic? C'est manque de confiance? Parce qu'il y a un truc qui s'est passé tout de suite. Il y a un truc qui s'est passé tout de suite où il n'y a pas eu besoin de 10-15 jours d'observation. Premier match, boum, 3 dans l'axe. Oui, on a changé un petit peu de structure. Alors, la structure, elle a changé, non pas pour être en rupture avec ce qui se passait avant, mais quand même. Non, l'objectif, il n'est pas là. En fait, sincèrement, l'objectif, il n'était pas là. Je pense que l'objectif pour tout entraîneur, lorsqu'il arrive dans un nouveau club ou avec un nouvel effectif, c'est de très vite analyser les forces en présence et surtout les caractéristiques des profils des joueurs. Et par rapport à ces caractéristiques-là, il y a quelques problématiques collectives qui avaient pu être identifiées sur le début de saison. On s'est dit, jouer avec 3 défenseurs centraux, dans un premier temps, ça permettra peut-être de se rassurer sur le plan défensif. Et aussi, on s'est rendu compte que dans ces 3-là, que ce soit Christopher Wu, Januel Bélocian ou Arthur Théâtre, c'est les 3 qui ont commencé le premier match. Il y en a 2 qui ont eu une grosse culture de défense à 3. Christopher Wu dans sa formation à Nancy et à Lens dans son club précédent, et Arthur Théâtre dans son passage à Bologne en Italie. Et donc, ça influe aussi dans la prise de décision parce que ça correspond finalement au vécu des joueurs et à leur ressenti, à leur expérience. Et c'est aussi les mettre dans les bonnes conditions. Januel Bélocian, qui est un très jeune défenseur de 18 ans, formé au club, avait aussi déjà joué dans ce système-là avec la réserve. Donc, on ne prend pas énormément de risques en faisant ça. Et en même temps, ça correspond aussi à leurs caractéristiques, à leur expérience. Mais ce n'est pas pour ça qu'on a gagné le premier match. Je pense qu'on a gagné le premier match parce que les joueurs ont, ce jour-là, réussi dans des moments clés du match, c'est-à-dire au tout début du match, au tout début de la deuxième mi-temps, à marquer dans des moments importants. Et donc, ça a généré une dynamique de rencontre un petit peu différente et ça nous a permis de gagner. Mais s'il y avait une solution miracle de passer à 3 défenseurs centraux, on a gagné le deuxième match comme ça, puis après on a eu 3 matchs consécutifs où on n'a pas gagné. Donc il n'y a pas de solution miracle. Il y a juste qu'au départ, par rapport à un déficit de confiance très fort, très marqué, ça c'est clair, on l'a ressenti tout de suite, un déficit de confiance très très marqué, en partie expliqué par le fait que ce soit un groupe très jeune, très jeune et qui avait des objectifs initiaux très élevés. Et donc en se rendant compte que ces objectifs-là n'étaient pas atteints, ça a aussi impacté fortement la confiance de chacun. Et probablement, ils avaient tous mal vécu.
ils avaient probablement tous mal vécu cette idée répandue durant l'été. Rennes, maintenant, c'est un gros club, on vise la zone Ligue des Champions. C'était peut-être des jeunes joueurs qui n'étaient pas préparés à ce qu'il faut appeler tout simplement une pression, quoi, une grosse pression. Et peut-être que peut-être que le groupe et certains joueurs manquent de caractère. Moi, ce qui ressort des matchs de Rennes que je regarde, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs. On ne peut pas dire que ce ne soient pas des bons joueurs, hein, mais au niveau du caractère et du mental, c'est un peu faiblard. Hein. Alors, il y a des joueurs de qualité, c'est indiscutable. Sur le plan individuel, il y a des joueurs de très bonne facture. Je ne partage pas l'avis en disant que c'est des joueurs qui n'ont pas de caractère. Je ne suis pas d'accord avec ça. Par contre, de se dire qu'il faut assumer l'ambition initiale qui a été clairement affichée dès le début de la saison, c'est pas évident, c'est pas simple. Et ça demande un peu de vécu. Et peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment de vécu commun pour pouvoir assumer ça. D'autant plus que les premiers matchs, ça s'est pas mis dans le bon sens. Et on sait très bien que les dynamiques de début de saison aussi peuvent engendrer beaucoup de choses derrière. Et que face à peut-être une forme d'inexpérience, ça peut générer un trouble de la confiance. C'est ce qui s'est passé. Et quand un joueur de foot a perdu la confiance, c'est pas facile de la retrouver. Et c'est un des éléments fondamentaux pour nous dans la deuxième partie de saison. Parce que si on retrouve une forme de confiance supérieure, alors certainement qu'on ira vers des résultats meilleurs. Parce qu'encore une fois, il y a des joueurs de qualité. Et comment tu fais pour la confiance je sais que ça se fait très peu dans les clubs de foot. Souvent, je pense que ça devrait se faire. L'intervention préparateur mental, ça existe à Rennes. Oui, ça existe. C'est un schéma qui a été mis en place depuis déjà un petit moment, qui existe toujours, avec des gens qui viennent sur place 2 jours, une fois par mois, avec un suivi au niveau d'entretien avec des joueurs aussi. Donc ça a été mis en place. Je pense surtout que c'est aussi vous savez, les joueurs, ils marchent aussi en fonction des résultats. Lorsque les résultats s'améliorent, nécessairement la confiance se renforce. Parce qu'encore une fois, les qualités, ils les ont, ce sont des joueurs de qualité. Après, on est dans une Ligue 1 aussi beaucoup plus homogène avec 18 clubs, qui est concurrentielle, qui n'est pas simple. Donc voilà, mais je pense qu'en apportant un petit peu plus d'expérience à ce groupe-là, en le rassurant aussi à ce niveau-là, je suis convaincu que certains joueurs qui n'ont peut-être pas donné leur pleine mesure sur la première partie de saison doivent être en capacité sur la deuxième partie de saison d'augmenter le niveau de performance et d'apporter tout ce qu'ils sont en droit d'apporter au regard de leur qualité. Julien, homme d'expérience, il y en a un qui est arrivé cet été qui s'appelle Matic. Moi, je ne trouve pas qu'il se soit totalement intégré. Ça ne doit pas être simple pour lui avec tout ce qu'il a connu de parler aux jeunes joueurs de Rennes et même en termes de communication. Dans l'after, on avait donné une idée, Bruno était encore en poste à ce moment-là, de le faire reculer en défense centrale. C'est une idée bête ou t'en penses quoi ? Non, c'est une idée. Alors d'abord, par rapport à Neymar, c'est un énorme respect par rapport à sa carrière, à son expérience. Il a vécu dans des grands clubs, il a gagné des compétitions, il a gagné des championnats nationaux, il a gagné la Coupe d'Europe. Donc ça, c'est une chance inestimable pour un club comme Rennes, qui est un bon club français, mais qui n'est pas encore un grand club sur la scène européenne. D'avoir ce joueur avec cette expérience-là, je dirais cette expertise du haut niveau, c'est une grande chance. Donc d'avoir pu faire ça, c'est à mettre au crédit aussi des gens qui étaient en place et qui ont réussi à le charmer et à le faire signer au club. Ensuite, oui, il y a la problématique de la langue, il y a un vestiaire qui est assez jeune, il y a eu des problématiques de résultats sur le début de saison, mais l'objectif c'est de garder Neymar avec nous et qui nous apporte justement toute cette expertise. Mais il paraît qu'il veut partir, qu'il veut partir. Non, je ne le souhaite pas et il ne faut pas qu'il parte. Voilà. Donc on va tout faire et tout mettre en œuvre pour qu'il mais au milieu, il ralentit un peu le jeu. Au-delà de sa carrière, on sait tous que c'est un type formidable et tout, mais au milieu, donc évidemment, je répète ma question sur son positionnement éventuellement derrière. Mais au milieu, t'as pas du tout cette analyse-là que parfois ça ralentit un petit peu le jeu. Non, parce que je trouve qu'en termes... Après, il faut plutôt réfléchir en termes d'association de joueurs. Et l'association Matic le fait, en tout cas sur le dernier mois, elle a vraiment bien fonctionné. Un qui est en effet placé, positionné, grosse lecture du jeu, grosse expérience, très bonne qualité technique, avec un autre joueur qui est un joueur plus jeune, également avec une qualité technique de haut niveau, et qui est capable d'impulser des choses pour faire le lien entre le milieu et l'attaque. Je pense que c'est une question de complémentarité. Ça n'a pas été dans mon esprit de l'imaginer défenseur central. D'ailleurs, il y a jamais joué dans sa carrière. Et pourtant, il a connu des entraîneurs bien plus forts et bien plus huppés que moi, avec des Mourinho, avec des Ancelotti. Et ils ne l'ont jamais mis derrière. Donc, c'est qu'ils ont toujours estimé qu'au milieu de terrain,
c'était sa position préférentielle et certainement sa meilleure position. Non, je reste persuadé que si on trouve les bonnes complémentarités, Neymar au milieu de terrain est une arme importante pour nous. Hmm. Alors, tout à l'heure, je te disais qu'il y a plein de joueurs à Rennes. Je n'arrive pas à savoir leur meilleur positionnement. Je te fais la liste. Oui. Le fait, on vient d'en parler. Gouiri, Ouais. moi je sais pas, c'est un Ouais. attaquant de côté, c'est un axial. Bourigeaud, pour moi ça a toujours été en haut à droite. Bon, il a beaucoup bougé ces derniers temps, je sais plus trop. Mhm. Terrier en pointe ou en haut à gauche. Et Terrier, en Mhm. plus, c'est un affectif. L'année dernière, Mhm. c'était le meilleur joueur de Rennes avant sa blessure. On sait qu'il adorait jouer avec ses potes. Là, maintenant, où sont ses potes, je sais plus trop. Mais enfin, bon, bref, ça, c'est accessoire. Blas, par ailleurs. Blas, je sais pas quel est son meilleur positionnement à Blas. Il brille une fois de temps en temps, donc on ne sait pas. Kalimundo, seul en pointe en neuf dans un 4-3-3 ou associé à un autre attaquant, ça, pareil, Mhm. c'est un problème. Ça fait beaucoup, là, dans ma liste, non, quand même, là. Alors, Ouais. si tu as les Ouais, mais réponses. Mais surtout, il y a des joueurs, je sais même pas s'ils peuvent être associés. Dans toute la liste Ouais. que j'ai mis ensemble. C'est Blas ou Lefebvre, c'est Gouiri ou Mhm. Kalimundo. Bon, Mhm. voilà. Ma question, elle est fournie, là. Donc, Bah, non, je te laisse. non, elle est surtout très intéressante parce qu'elle vient aborder un sujet super important, qui est le sujet de la complémentarité. Ouais. Hein, et puis deux, ouais, ça c'est super intéressant de l'évoquer. Et puis il y a pas de tabou par rapport à ça. Ce sont tous des joueurs avec des très 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 bonnes qualités. Franchement, pour les voir évoluer depuis un mois sur le plan technique, c'est vraiment du très très bon niveau. Ça, on n'en doute Tous, hein, pas. tous ceux qui ont été évoqués, ah, vraiment, vraiment. Ensuite, c'est les complémentarités, c'est le système aussi, c'est l'animation, c'est tout ça. Alors, bon, Enzo est un joueur, c'est un 8-10, mais qui doit être associé à un joueur à côté de lui avec un profil complètement différent, plus défensif, plus posé. Amine a une préférence il peut jouer soit sous l'attaquant, soit sur le côté gauche, mais lorsqu'il joue sur le côté gauche, il faut qu'il y ait un latéral gauche qui prenne le couloir parce que c'est un joueur rentrant. Et en l'occurrence, il y a beaucoup de joueurs rentrants. Ludo, c'est la même chose, c'est un joueur rentrant sur le côté droit pour revenir sur son pied gauche. Il y a beaucoup de joueurs rentrants. Et peut-être une des problématiques aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de joueurs de percussion, de joueurs extérieurs qui sont capables de gagner leur 1 contre 1 au large, très large, comme il pouvait y avoir à l'époque avec Jérémy Doku, avec Souleymana, et comme il y en a dans un certain nombre d'équipes qui permettent de garder de la largeur avec des joueurs offensifs, des dribbleurs, pour ouvrir les blocs adverses. En fait. Donc on peut se poser cette question-là en effet, mais en aucun cas il faut remettre en cause la qualité de ces joueurs-là. C'est des joueurs, voilà, c'est des joueurs avec des grosses qualités. C'est des jeunes joueurs, hein. Ce sont tous des joueurs de 23 ans aussi ou moins, à qui il faut laisser, je pense aussi un petit peu de temps pour digérer tout ça. Ce sont des joueurs qui sont venus pour franchir un cap dans ce club-là. Kali, il a été formé à Paris. Il a eu son passage à Lens, un passage intéressant, certainement plus intéressant avec une attaque à deux têtes, en effet. Donc tout ça, c'est des problématiques aussi à intégrer pour un entraîneur. Le temps nous permet d'avoir aussi davantage d'éléments par rapport à tout ça. Mais si réajustement, il doit y avoir mercato, les réajustements seront faits. Mais je pense que c'est un petit peu tôt encore c'est trop tôt pour taper sur un recrutement ou pour taper sur un Ah certain type de si, joueur, parce que c'est des joueurs non qu'on a mais pu évoquer. moi je conçois que tu puisses pas le faire, mais là clairement, entre la liste que j'ai donnée et tes explications, on voit bien qu'au niveau de la complémentarité, il y a eu un échec. Bon voilà, ça arrive. Peut-être que tu le diras pas, mais franchement, là, je vois les joueurs. Et pourtant, moi, vraiment, hein, moi, je suis d'accord. Hein, même quand le recrutement a été fait cet été, j'avoue, j'ai pas réfléchi non plus à la complémentarité. Je voyais que des bons joueurs. Au final, on voit bien que ça prend pas, quoi. On voit bien que la sauce, elle prend pas. Il y a un souci. Mais vous allez pas tout revoir en janvier. Déjà, Non, j'imagine, non, la priorité, ça non. va être un défenseur. J'imagine qu'il faut un défenseur d'expérience. Et puis après, tu vas essayer de te débrouiller pour les associer le mieux possible devant, quoi. Ouais, on va trouver la meilleure formule. En effet, je pense que derrière, il nous faut un peu plus d'expérience. Ça sera important pour encadrer globalement une ligne défensive très jeune, que ce soit Lorraine Sassignon, Christopher Rouge, Emmanuel Bellossian, Arthur Théâtre ou Ahmed Omari. On parle là de joueurs qui ont entre 18 et 22 ou 23 ans. Donc ce sont des joueurs jeunes, voire très très jeunes. Donc ouais, l'expérience, ça sera intéressant, voir après ce qu'il est possible de faire dans d'autres secteurs de jeu. Mais je crois aussi que le challenge et le rôle d'un entraîneur, c'est aussi d'accompagner ces joueurs, de les faire progresser, de leur faire prendre confiance. Ensuite, la complémentarité peut aussi arriver avec un petit peu de temps.
On verra si les rajustements sont possibles ou pas dès cet hiver. Si c'est le cas, eh bien, on s'ajustera. Si c'est pas le cas, ben, on fonctionnera et on fera travailler ces joueurs-là qui sont, par contre, je tiens à le souligner parce que c'est important aussi, des joueurs très professionnels. Et j'étais assez épaté d'arriver dans un vestiaire pro avec, même si c'est jeune, c'est des gars pros qui travaillent beaucoup, qui s'investissent dans le quotidien. Et c'est pas toujours le cas dans tous les vestiaires et ça mérite d'être souligné. Florent Maurice l'a dit, je pense qu'on peut, c'est pas un secret, un défenseur, un ailier. Grosso modo, c'est ce que tu aimerais, au-delà de ce que tu aimerais, je pense que c'est ce qu'il faudrait à cette équipe. Oui, ça. Après, vous savez, le mercato d'hiver, c'est aussi un mercato d'ajustement où il peut y avoir des opportunités qui peuvent arriver. Justement, il faut ajuster. Ouais, voilà, non mais il y a pas on va pas se cacher sur le fait qu'on peut avoir besoin de certains ajustements. Je ne suis pas caché, je pense que Flo s'en cache pas non plus, le président non plus. On est bien conscient qu'on a besoin de se réajuster. Donc ensuite, il y a les opportunités de marché, il y a ce qui correspond aussi au club, aux moyens du club. Enfin, il y a tout ça à prendre en compte. Ouais. Mais il y a la volonté de se réajuster. Puisqu'on parlait de position de joueur, Julien, on est bien d'accord que la meilleure position de Mbappé, c'est en haut à gauche dans une attaque. Mais il joue pas à Rennes, là. Il joue pas à Rennes. Tu aimes le foot, tu es un observateur du foot. Ah, j'adore le foot. Ouais, bon, bah alors voilà. Sa meilleure position, c'est celle qu'il a en équipe de France, non? Celle qu'il a en équipe de France. En l'occurrence, lui, il mérite d'avoir le surnom de génie. Voilà, tu vois, le surnom que tu m'as donné, il aurait fallu le donner il faut le donner à Kylian parce que c'est un génie du foot. Et c'est vrai. C'est un génie du foot. C'est un génie du foot. C'est un joueur exceptionnel. Toi, tu le ferais jouer en haut à gauche. Tu le ferais jouer en haut à gauche. Aïe, les soucis que vous allez me causer. Je pense en effet que certainement que sa meilleure position elle est en haut à gauche et je vais partager ton Merci. En effet. mais tu vois, c'est Julien, pardon, mais ça c'est un truc. Alors moi je conçois la communication, c'est quelque chose d'assez compliqué, mais bon, qu'est-ce qui pourrait se passer? On va faire une reprise de cette phrase pour Julien Stéphan. Kylian Mbappé est un attaquant gauche. Bon, ok, en équipe de France, tout le monde le voit. Est-ce que tu penses que une fois que ça ressort, tu vas recevoir un coup de fil du PSG qui va te dire « mêle-toi de tes affaires » ou Luis Enrique qui va dire « Ah Julien, de quoi tu te mêles? Je fais ce que je veux. » Ça va, c'est qu'une phrase. Qu'est-ce qui va se passer? Honnêtement, J'espère que quand la phrase sera reprise, elle sera remise dans son contexte. Parce que c'est souvent ça la problématique. C'est qu'on sort une phrase d'une interview ou d'une discussion, on la sort du contexte, on prend juste un morceau de la phrase sans dire ce qu'il y a avant, sans dire ce qu'il y a après. Et on en fait finalement un moment de buzz, parce que c'est vrai qu'on est aussi dans une société comme ça où on aime bien le buzz. Donc on en fait un moment de buzz, on crée du trouble, on peut créer des incompréhensions, alors qu'il faut, je pense, par honnêteté, je suis d'accord, Julien. Toujours contextualiser les choses. Je ne peux être que d'accord avec toi puisque j'en souffre régulièrement de ça. Donc je sais bien, et c'est aussi pour ça parfois que on peut être amené à faire de la langue que les gens de bois, se retiennent de parler, c'est vrai. Bien évidemment, une fois qu'on a vécu ça et qu'on a vécu des expériences comme ça, on n'a plus envie de revivre ça et donc finalement on fait de la langue de bois et on dit plus rien. Donc c'est dommageable, mais si on recontextualise bien les choses, alors on n'a aucune difficulté à assumer les propos qu'on peut tenir. Voilà. Bon, très bien. J'imagine que toi, tu n'as pas tellement besoin de bosser ta com, c'est quelque chose que tu maîtrises assez bien. Je l'ai bossé, alors je l'ai jamais vraiment travaillé pour être très honnête, mais si je pense quand même qu'il faut faire attention et je prends des conseils quand même auprès de certaines personnes compétentes, expérimentées, qui peuvent me donner leur point de vue, aussi leur retour et me partager une forme d'expérience parce que alors l'ultra sincérité c'est pas toujours bon, la langue de bois c'est pas bon non plus, il faut trouver je pense un juste milieu, voilà, parce que quand on est trop sincère, qu'on dit tout ce qu'on pense ou voilà, tout ce qu'on a en tête, ça peut nous causer des soucis. Ça peut nous causer des soucis parce qu'encore une fois, lorsque ça sort du contexte, on peut sortir des choses qui peuvent créer des problématiques. Mais bon, et puis la langue de bois, je pense que c'est intéressant pour personne non plus. Vaut mieux peut-être ne pas parler plutôt que de faire que de la langue de bois. Même si on a un métier voilà, où la communication ou la prise de parole elle est essentielle. Mais lorsqu'on décide de faire une interview comme ça avec toi, c'est de mon plein gré et voilà, je le fais avec grand plaisir. Bon, la langue de bois. Julien, la langue de bois, moi je connais un entraîneur qui est en poste depuis 12 ans, il maîtrise ça parfaitement, ça se passe bien pour lui. Hein.
Tu demanderas à ton papa un débrief là-dessus. Hein. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est aussi intéressant de faire passer des messages et son ressenti lorsqu'on pose des questions. Après, il faut pas passer pour un donneur de leçons. Ça peut-être que de temps en temps, ça m'a porté préjudice. C'est pour ça que d'avoir des retours de gens autour de soi et de prendre de prendre des avis, c'est hyper intéressant et c'est aussi comme ça qu'on s'améliore, c'est aussi comme ça qu'on progresse en prenant des avis extérieurs sur ce qu'on peut dire, sur ce qui peut être perçu, parce qu'il y a parfois des messages qu'on a envie de faire passer qui passent pas bien. C'est aussi ça la communication, c'est comment c'est perçu par l'autre. C'est ça la richesse de la communication. Parlons de ta vision du foot, parce que finalement, je ne sais pas si depuis que tu es en poste, Rennes, Strasbourg, on a réellement compris ce que tu préférais voir sur un terrain. Est-ce que tu avais un schéma préférentiel? D'ailleurs, est-ce que tu es plutôt un coach qui aime avoir un schéma clair et une équipe type, ou plutôt un coach qui aime le laboratoire permanent où ça change un petit peu tout le temps, aussi bien de schéma, position de joueur, ou même positionnement sur le terrain, principe de jeu. Tu te définirais comment? Bah, le changement permanent, non, je suis pas un grand fan de ça, parce que je pense que les joueurs. Alors après, ça dépend des vestiaires, ça peut dépendre aussi des caractéristiques de joueurs qu'on a en face de soi. Mais moi, j'ai pas été dans des vestiaires avec des joueurs, je dirais, d'une énorme expérience et qui soient capables d'un match sur l'autre de changer de système. J'ai pas eu ça moi encore, et puis je suis pas ce calibre d'entraîneur-là. Non, moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est d'essayer, en tout cas, je perçois mon rôle comme ça, d'optimiser les forces en présence, finalement, les forces du vestiaire. D'optimiser ça à travers un schéma ou un ou deux systèmes, parce que je pense qu'il faut avoir un plan A, un plan B, deux systèmes qui puissent à la fois optimiser leurs forces et puis aussi poser quelques problématiques à l'adversaire, parce qu'il y a un tel travail d'analyse fait par les adversaires aujourd'hui qu'on est très vite, très vite scanné et qu'on perçoit vite les forces et les faiblesses, et qu'on a un besoin d'adaptation aussi, soit en début de match, soit en cours de match, par rapport à des problématiques de jeu. Donc, système préféré, j'ai joué à 4 à Rennes, j'ai joué à 3 à Strasbourg, là on a commencé à 3 à Rennes, est-ce que ça va continuer comme ça? C'est une vraie réflexion. J'ai pas forcément de système préféré, j'ai plutôt une préférence, j'ai plutôt quand même, s'il faut être honnête, une préférence pour la défense à 4 plutôt que la défense à 3. Mais j'ai aucun problème à m'ajuster avec une défense à 3 si j'estime que pour le bien de l'effectif, il faut jouer à 3. Ensuite, je pense qu'il peut y avoir un débat entre, si je schématise un peu, les pragmatiques et les romantiques. Est-ce qu'on pourrait dire ça un petit peu, qu'il y a ces deux catégories d'entraîneurs? Moi, je suis plutôt côté pragmatique et en même temps, j'ai une admiration sans fin pour les romantiques. Parce que sincèrement, quand je regarde certains entraîneurs, non, c'est vrai, hein, non, mais c'est vrai, j'ai ce paradoxe-là à gérer. Je crois qu'on est un peu tous comme ça, au fond. Et je l'avoue, hein, et j'ai aucune difficulté à l'avouer. Quand je regarde les équipes de certains entraîneurs, je me régale. Après, la question. Qui tu te régales quand tu regardes qui? Tu te régales quand tu regardes quel entraîneur? Aujourd'hui, quand je regarde De Zerbi, je me régale. Ah mais oui. la question que je me pose, c'est est-ce que ah ouais, je me régale. Quand je regarde jouer ces équipes, je me régale. Mais est-ce que tu peux gagner en jouant comme ça? C'est la question que je me pose. Bah lui en tout cas, il gagne. Enfin, il gagne. Il a réussi à placer un club anonyme en Angleterre en Coupe d'Europe. Là, il s'est qualifié, donc il va se retrouver en 8e d'Europa League. Bon, c'est un coach qu'en plus, qui à mon avis va être demandé par beaucoup de grands clubs. Donc, est-ce que la question, c'est réellement de se dire, est-ce qu'il gagne en jouant comme ça? Toujours est-il qu'il se fait beaucoup remarquer et que d'un club anonyme, il a fait un club dont on parle. C'est déjà une énorme réussite, non? Exactement. C'est pour ça que je suis admiratif de son travail. Mais quand tu changes après de catégorie de club, on te demandera plus uniquement de bien jouer. Il faudra gagner. Il faudra gagner. Et donc, la question, et c'est tout l'intérêt aussi de notre métier et de l'évolution de notre métier, c'est qu'à un moment donné, dans quelle mesure tu fais évoluer ton schéma, ton système, ton mécanisme de fonctionnement au quotidien pour l'amener vers la victoire. Parce que les grands clubs, il y a quasiment qu'une seule chose qui compte dans les grands clubs, c'est de gagner. Voilà, ils veulent gagner. Donc j'ai une admiration sans faille pour eux, et en même temps, moi j'ai été confronté dans mes premières années, je dirais les 2, 3, 4 premières années, à un dilemme, à une problématique. C'était une problématique de crédibilité. Je l'ai évoqué en début d'entretien, c'est que quand tu arrives comme ça, pour exister et puis pour rester, il faut essayer de gagner. Et la chance que j'ai eue, c'est vraiment une énorme chance, c'est qu'on a gagné au bout de 6 mois. On a gagné un titre, on a gagné quelque chose. Et ça a une valeur
indescriptible pour moi et ça m'a certainement permis de gagner un petit peu de temps. Mm. Donc gagner, c'est un enjeu pour un jeune entraîneur. En tout cas, gagner le maximum possible pour, euh, pour, euh, pour que son poste puisse devenir pérenne en réalité. Mm. Parce qu'on sait Mais bien aujourd'hui tu, que la tu- durée de vie d'un entraîneur, c'est 12 mois, c'est 14 mois, c'est très court et mais tu qu'on parles. change Ouais. vite. Mm. Ouais. Mais Julien, tu parlais de Zerbi, tu regardes ses équipes, ça te plaît, Mm. j'imagine qu'il n'y a pas que lui, il doit y en avoir d'autres. Mais Mm. quand tu Ouais, les ouais. regardes, et notamment quand tu as eu ta période d'inactivité, tu te Mm. dis, non seulement je les regarde, mais je vais essayer de leur piquer des choses, je vais essayer de voir si moi-même je peux appliquer ça avec mon groupe. Est-ce que j'ai un groupe réceptif à recevoir ce genre de choses-là? Mm. Je pense qu'un entraîneur, c'est un voleur d'idées, hein, Bien d'abord. Hein. Je sûr. pense qu'un entraîneur, il a le devoir d'observer, de regarder ce qui se passe et d'aller piquer ce qui lui convient, en fait, et ce avec quoi il est à l'aise pour pouvoir l'appliquer à ses joueurs. Donc, bien évidemment que De Zerbi, comme d'autres entraîneurs, ont une influence sur ma perception des choses. Ensuite, quand tu es aussi en activité pendant 10 mois, en l'occurrence, comme ça a été le cas pour moi, un an ou un an et demi pour d'autres, je pense que ça te change aussi profondément. Ça te change dans la manière dont tu abordes ton métier, parce que tu es en réflexion permanente sur le management, tu es en réflexion permanente sur le jeu. Puis je pense aussi que ça te renforce finalement et ça te permet de t'améliorer et que cette période-là, elle est ultra bénéfique. Si tu la mets à profit, justement pour aller voir à l'étranger, dans certains clubs, pour observer, pour regarder et pour enrichir finalement ton panel de ce que tu peux proposer aux joueurs par la suite. Donc, on essaye, oui, de piquer des idées. Ensuite, je pense que les idées, il faut par contre les appliquer au bon moment, quand ton groupe est capable de recevoir des idées nouvelles. En l'occurrence, lorsque tu arrives en cours de saison comme Ouais, là, ça, tu dans peux une pas, grande ouais. Mm. difficulté, bah, il faut être pragmatique au départ. Hein. Moi, mon premier discours avec le groupe, ça a été un discours de pragmatisme pour essayer de renforcer la confiance, parce qu'on sait que la confiance est un élément nécessaire à la performance. Et ensuite, avec un petit peu plus de temps et je dirais un petit peu plus de sécurité en termes de points, en termes de position, commencer à faire évoluer les idées et oui, développer certaines réflexions qu'on a pu avoir dans ce temps-là, qui a été un temps, encore une fois, un temps essentiel pour moi de réflexion, d'observation et de remise en question. Tu as été à la formation pendant très longtemps. Récemment, dans l'After, je développais l'idée que le joueur français, si on le compare par exemple au joueur espagnol, je le trouve avec un léger déficit au niveau du QI football. Souvent, Mhm. il va pas assez vite dans sa tête pour prendre les bonnes décisions, pour s'adapter. Il est un petit peu, comment on dit, dans une réflexion assez basique. Je me trompe ou on a un retard là-dessus? En tout cas, le constat que je fais, c'est que souvent le joueur espagnol va être plus intelligent sur le terrain. Oui, je pense que ça fait partie de la culture espagnole. En effet, le jeu collectif et l'approche collective du jeu. Elle fait partie intégrante du foot espagnol et globalement de ses centres de formation et de la manière dont le foot est appris finalement aux jeunes joueurs. Après, oui, moi je suis issu de la formation et je pense très honnêtement qu'on a, si ce n'est la meilleure, l'une des deux meilleures formations au monde, dans le sens où l'équipe nationale est perpétuellement, il y a constamment des joueurs de très très grande qualité qui arrivent en équipe nationale, et ce à tout âge, et qu'il y a un renouvellement de génération constant. Il y a des nations, l'Espagne en a fait partie, l'Italie, d'autres, l'Angleterre parfois aussi, des nations qui ont des trous de performance au niveau de l'équipe nationale. Parce que parfois, il y a une ou deux générations qui sont un petit peu moins performantes et donc ça suscite des problèmes. En France, on n'a pas ça depuis au moins plus de 10 ans, 15 ans. Il n'y a pas de trou générationnel, il y a une formation qui fonctionne Julien, très très bien. Oui, si je peux me permettre, je suis pas d'accord moi avec ça, parce que ok, en sélection de jeunes, on n'est pas si fort que ça. Et le fait que l'équipe de Didier Deschamps brille, c'est ce qui est une réalité, c'est absolument indéniable, est composée de grands joueurs, oui, mais souvent ce sont des joueurs, d'abord on a une quantité qui est énorme de mm, joueurs, on a un bassin de oui, population, oui, donc dans la quantité il est plus facile de trouver de la qualité, et je pense que ce sont des joueurs qui partent très tôt
et qui se sont formés et ont donc développé une intelligence de jeu à l'étranger. Si tu prends les défenseurs comme même historiquement de Varane à Konaté à Upamecano, ils sont partis tellement tôt qu'à mon avis leur post-formation et ce qu'ils ont appris, le positionnement sur le terrain, l'intelligence de jeu, elle est venue de ce qu'ils ont appris dans les clubs étrangers. Je parle même pas de Griezmann qui n'est pas un footballeur français à mes yeux. Bref, je pourrais quasiment tous les citer, Coman au Bayern, d'autres. Donc, je trouve qu'on se leurre trop en France avec notre grande formation. On a une énorme quantité, mais je trouve que dans les centres de formation, bon maintenant tu n'y es plus, mais le QI football n'est pas assez développé. Le jeu collectif, nous on forme des joueurs pour briller individuellement, faire des transferts, parce qu'on sait que l'économie de notre foot, elle repose là-dessus, parce qu'il faut faire de la vente. Donc on forme un produit standard qui se vend et qui va être poli, qui va être travaillé à l'étranger. C'est mon point de vue. Ouais, ok, et je le respecte parfaitement. Après, c'est très riche ce que tu viens de dire, parce que je pense qu'il y a plusieurs choses. Moi, je distinguerais la formation de la post-formation. Pour moi, c'est deux moments et deux étapes complètement différentes. Et tous les joueurs, c'est vrai, sauf Antoine Griezmann qui est une exception et qui, lui, a été formé à l'étranger. Tous les autres joueurs, ils ont été formés en France. Upamecano a été formé à Valenciennes, Konaté a été formé à Sochaux, et tous ces joueurs-là ont débuté en pro en France. Donc ça veut dire qu'il y a déjà eu, entre la préfo, la formation, il y a eu, et même l'école de foot, tu as eu une dizaine d'années de travail, d'éducateurs, de formateurs, qui ont accompagné ce joueur-là. Alors, les joueurs de ce talent-là, on les forme pas, en fait, on les accompagne. Il faut être très humble. C'est des joueurs qui ont de telles ressources à la base qu'on est en accompagnement. Mais l'accompagnement a été de qualité, puisque c'est un accompagnement qui leur a permis de commencer très tôt en pro. Je crois qu'Upamecano, c'est 17 ans, Konaté, il me semble, c'est 17 ans aussi, pour reprendre que ces deux exemples-là. Et qui leur ont permis d'être détectés très tôt aussi par des clubs plus huppés, prestigieux. Voilà. Ensuite, en effet, ils ont eu une post-formation à l'étranger, mais finalement une post-formation déjà chez les professionnels dans des groupes de très très haut niveau. Donc on peut aussi se poser la question, pour ces joueurs-là, de l'influence qu'ont eu tous les grands joueurs autour d'eux dans leur accompagnement à ce moment-là, 19, 20, 21 ans. Je pense que tu progresses beaucoup plus vite à cet âge-là quand tu as la chance de te retrouver pour ou pas au Bayern, il était à quoi, 20, 21 ans, mais quand tu as 15 ou 20 joueurs de très très haut niveau au quotidien aussi avec toi, ça te renforce le processus de progression aussi. C'est pour ça que je distinguerais bien les deux phases, la phase de formation et la phase de post-formation. Voilà, vraiment. Parce que la formation, c'est pas que 3 ans, hein, c'est ce qui se passe avant en préfo, c'est ce qui se passe avant aussi à l'école de foot. Et hormis Antoine, tous les autres, ils ont passé au moins 10 ans en France, donc ils ont appris les bases du foot en France, ils ont appris plein de choses en France. Après, qu'on ait une culture différente d'autres pays, c'est indiscutable, mais notamment par rapport à l'Espagne, on a une culture différente et on a un modèle différent aussi. Et on sait que pour nos clubs français aujourd'hui, il est indispensable de sortir des jeunes joueurs, de les développer pour le modèle économique et de les revendre. Voilà, ça c'est une réalité, mais on ne peut pas faire le reproche à la formation française de ça. C'est pas de la faute de la formation française, c'est simplement notre réalité économique. Oui, ça c'est la réalité économique. Du foot oui, mais français. Ça met dans l'embarras, Julien, mais ça met dans l'embarras des coachs comme vous, parce que et avant Bruno, on va prendre un exemple. Vous avez un joueur qui est dans votre club dont tout le monde dit du bien, Désiré Doué. Il est fort, il porte bien son nom, machin, tout ça. Mais à force d'entendre qu'ils sont très forts et de l'entendre si tôt, a priori, il n'est pas titulaire dans ton équipe. Mais comme il entend que déjà ça rôde autour de lui, que les agents envisagent qu'il peut aller dans un grand club, ça le pousse à avoir envie d'être titulaire plus rapidement dans ton équipe, peut-être de trop en faire quand il joue pour se faire remarquer. Quelque part, ce système économique, il casse un peu le travail des coachs comme toi qui voudraient sur le long terme travailler, laisser le temps au temps, de faire rentrer un joueur. Tu comprends ce que je veux dire ? Je comprends parfaitement et on y est tous confrontés. C'est sûr que ça renforce la difficulté. En même temps, ça fait partie de notre job, donc il faut aussi qu'on s'en accommode. C'est aussi à nous, à travers les discours, à travers la communication avec le joueur, avec l'environnement, voilà, de le faire patienter lorsqu'il faut le faire patienter et en même temps de lui offrir un espace de liberté et de temps de jeu lorsqu'il le mérite. C'est un enjeu, voilà, c'est un enjeu, mais moi, je préfère voir plutôt le verre à moitié plein, c'est-à-dire que le football français est en capacité de sortir beaucoup de joueurs de talent et beaucoup, beaucoup de joueurs qui attirent à l'étranger. Je crois que la France, après avec le Brésil, c'est les deux nations qui exportent le plus leurs joueurs dans les grands championnats. Donc, mais en bon. effet, il y a des problématiques inhérentes. Oui. C'est vrai, Daniel, je comprends, il y a des problématiques inhérentes à ça. Mais je pense que quand on va à l'étranger, quand on discute aussi avec les étrangers,
eux, ils nous disent, mais comment vous faites pour avoir autant de joueurs de talent finalement? Comment ça se fait? Nous, on aimerait bien, ils nous envient quelque part d'avoir la capacité à sortir autant de Ouais, joueurs bah ils vont pas envier avec nos ce. résultats en Coupe d'Europe, Julien, hein. Non, mais Et les ils vont résultats en nous Coupe envier la d'Europe, quantité de Daniel. joueurs parce qu'on en a une tonne. Mais Oui, après c'est oui. eux qui s'en servent. C'est eux qui. Nous, on a les oranges avec les arbres et puis c'est eux qui mettent en bouteille après. Et c'est eux qui boivent le bon jus d'orange. Et nous, on garde les Mais mauvaises oranges. parce, parce qu'ils ont plus de moyens que nous, parce qu'aujourd'hui, on a 4 pays au moins devant nous avec plus de moyens, capacité d'investir plus d'argent, de Non, donner des plus gros salaires. c'est pas vrai c'est pas vrai Ouais. pour l'Espagne et l'Italie. Si tu prends les clubs en Espagne, en Italie qui sont au-delà de la quatrième place, ils ont pas plus d'argent que nos clubs à nous, hein. C'est pas vrai ça, hein. Non, mais Si on prend en Real et Italie Barça en aujourd'hui, Espagne, oui, mais bon, en Italie d'accord, encore moins, ok. hein. Mais en Italie, Daniel, aujourd'hui, le club qui performe en Coupe d'Europe, c'est l'Inter de Milan. L'Inter de Milan qui a des très 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 gros moyens. Les autres Ouais, clubs, alors ouais. je sais qu'on va me dire l'année dernière, il y avait 2 clubs en demi-finale de la Ligue des Champions. Ok, c'est vrai, il y avait le Milan, il Oui, y avait ils sont l'Inter. pas dans leur meilleure Aujourd'hui, période si on prend les ils 10 sont. dernières années, c'est vrai, ok. Mm. Voilà, l'Inter, si, l'Inter, ils confirment, ils ont fait finale de Ligue des Champions, là, ils sortent encore. L'Inter, c'est un gros club, mais avec d'énormes moyens. Ouais, en Espagne, mais c'est le Real et le Barça qui sont souvent qui trustent, qui sont. Mais après, il y a l'Angleterre et l'Allemagne. Enfin, le Bayern et surtout l'Angleterre. L'Angleterre, je pense, polarise beaucoup de Non, choses. mais là, on peut même pas se Euh, comparer, c'est perdu là contre on eux, peut donc pas, on peut ouais, pas, on ouais. peut pas, on peut pas se Mm. comparer avec eux. Après, on a nous une locomotive qui est le Paris Saint-Germain. J'ai une locomotive en termes de moyens, et puis après, il y a 3, 4, 5 clubs derrière qui se battent. Mais on voit bien aussi qu'en se battant, c'est difficile de garder ses meilleurs joueurs. Nous, on en a fait l'expérience à Rennes avec Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, il a fait à peine une année, et puis après, il a été acheté par un club allemand avant de partir au Barça et d'arriver à Paris aujourd'hui. Eduardo, il a fait 1 an et demi, et puis après, il a été pris par le Real de Madrid. Malheureusement, c'est la réalité économique pour les clubs français aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut le regretter, mais tant qu'on n'aura pas, je pense, des moyens supplémentaires avec des droits télé qui seront plus importants. Alors, là, je parle de Julien, quelque on chose en que je a du maîtrise pas fric, bien. on en a du fric, Ouais. on en a des clubs, ils sont pas pauvres les clubs en France, on est Non, entre je dis pas, 70 je et dis 100 pas qu'on millions est de pauvre. budget quand même. C'est juste qu'il y a cette histoire des Je dis jeunes pas joueurs. qu'on est pauvre. D'ailleurs, en fait, ça vous transforme en manager. Bon, forcément, ça fait partie du rôle de l'entraîneur d'être dans le management. D'ailleurs, j'imagine principalement le travail numéro un, c'est de parler aux joueurs. Mais parfois, on a l'impression que c'est assistante sociale, quoi. Faut parler à des jeunes joueurs, mais si ça va aller, mon petit, tu vas avoir du temps de jeu. Ouais, parce que sinon, mon agent, il va me trouver un club à l'étranger. Enfin, pour même l'épanouissement professionnel d'un coach. Moi, Mm. à ta place, je me dis, peut-être que si je vais à l'étranger, j'aurais pas ces problématiques-là et je pourrais réellement travailler. Parce que si c'est pour faire ça, bah autant rester à la formation, quoi, parfois. Tu comprends? C'est pas si facile que ça, quand Ouais, même, je ton comprends, je métier, tu vois. comprends. Non, 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 je comprends, je comprends. Non, non, c'est un métier difficile, mais c'est un métier qu'on a choisi. C'est d'abord un métier de passion, donc on va pas se plaindre des problématiques inhérentes à ce métier-là. C'est d'abord un métier de passion, et je dirais, dans la société dans laquelle on évolue aujourd'hui, d'avoir la chance de pouvoir en faire Oui, non, mais ça, un bien métier de sûr. passion, Hmm. il faut bien le considérer. Voilà, donc on va pas se plaindre de ça. Ouais. Après, franchement, je sais pas exactement comment ça peut se passer à l'étranger, mais si j'ai un exemple en tête, le Real de Madrid. Le Real de Madrid, c'est un énorme club et c'est le plus gros pourvoyeur dans le championnat espagnol de joueurs issus de leur formation. Je Mhm. pense qu'ils doivent avoir aussi certaines problématiques. Eux, ils sortent beaucoup de joueurs, ils ont une formation qui performe, c'est une grande ville, et ils en ont très peu qui arrivent en équipe première. Vous pensez qu'ils n'ont pas aussi, eux aussi, toutes ces problématiques-là d'intégration des joueurs, de frustration, de gestion de la Oui, famille, mais la de gestion de mentalité des l'entourage, joueurs de est ces pas la joueurs-là? même. Julien, je vais pas t'apprendre que la mentalité de nos joueurs, Ok, de par leur origine sociale, ok, c'est pas la même qu'en bon, Espagne où d'accord, on n'est pas, c'est pas la même culture, c'est pas les mêmes populations. d'accord, Nous, d'accord. souvent, on sait bien le mélange. Enfin, les joueurs, on voit même les problèmes qu'on trouve dans le foot amateur, où on sait que Mhm. le foot est pour beaucoup un ascenseur social simplement parce que ce sont des gens qui viennent de quartiers difficiles, qui ont un entourage où il faut rapidement signer le premier contrat. C'est dans ton club qu'il y a eu un problème entre Mhm. le papa d'un Mhm. joueur et un formateur. On a une Mhm. problématique sociale dans notre football aussi quand même, hein. Tout à fait, tout à fait. Je Ah oui. partage, je le partage complètement. Et en même temps, on doit nous faire face à ça. Et dans notre position d'entraîneur ou de formateur, lorsqu'on était formateur, régler ces problématiques-là et finalement faire pour le bien du club, puisqu'on sait que économiquement pour les clubs français, malgré tout,
il faut qu'on arrive, d'une manière ou d'une autre, à sortir ces joueurs-là, les exposer, parce qu'on sait que derrière, il y a des gros clubs qui viendront nous les acheter. Ouais. Mais ça ne peut pas se faire au détriment de l'équilibre du vestiaire, ça ne peut pas se faire au détriment de la, comment dire, de la. Il faut être juste, de la justesse, parce qu'il y a un sentiment de justesse aussi à donner dans un vestiaire. On ne peut pas faire de la place juste pour ça. Donc, il faut à nous de trouver ce juste milieu. Et en même temps, c'est aussi un défi et un challenge pour nous. C'est pas toujours simple, Daniel. C'est une évidence que c'est pas toujours simple. Mais c'est un vrai beau défi. C'est un vrai beau défi. Et encore une fois, je préfère voir le verre à moitié plein. Et quelle chance qu'on a en France d'avoir autant de jeunes joueurs talentueux, même si c'est pas toujours simple en termes de gestion. Bah, t'en as à Rennes des joueurs talentueux, maintenant il va falloir les assembler pour faire une meilleure deuxième partie de saison, en gros, quoi. Tout à fait. C'est ça, c'est vrai. Et pour terminer, comme on va rentrer dans une période de vœux, je vais pas te dire que tu veux faire une meilleure deuxième partie de saison et un beau parcours en Coupe de France, je vais plutôt parler de ta carrière. Oui. Par rapport à toutes les problématiques qu'on a évoquées, l'idéal pour un entraîneur et pour son travail, c'est de rester longtemps dans un club, de s'installer, de maîtriser tous les paramètres du club, de la formation jusqu'au choix des joueurs, d'avoir son mot à dire sur le recrutement. C'est de ça dont tu as envie à Rennes maintenant. Tu es parti, tu avais regretté d'être parti, tu reviens maintenant. Tu as envie de t'installer sur le long terme et d'avoir ton mot à dire sur tous les aspects de la gestion d'un club. D'abord, avant de répondre à cette question-là, je ne veux pas faire de la langue de bois, mais l'idéal, c'est de profiter. Parce que quand on sort d'une période d'inactivité, comme ça a été mon cas, une période un petit peu difficile, qui n'est pas simple à gérer sur le plan personnel, sur le plan des émotions, où on peut douter aussi de certaines choses. Et bien, lorsqu'on se retrouve de nouveau en situation, il faut profiter. Excusez-moi l'expression, il faut kiffer. Parce qu'on fait un métier exceptionnel. On est au contact du haut niveau, on génère des émotions, on partage des émotions, on vit humainement quelque chose d'incroyable, donc il faut profiter. Ça, c'est le premier message. Ça, c'est ce que tu dis à tes joueurs, parce que j'ai pas l'impression qu'ils kiffent beaucoup en ce moment. Faudrait que tu leur mettes un sourire sur la tronche, parce que souvent, ils font la gueule. Ouais, je peux te dire que c'est un message qu'on a déjà évoqué, qu'on a déjà martelé et qu'on va continuer de marteler, parce que, voilà, encore une fois, quand on sort d'une période d'inactivité, on se rend compte de beaucoup de choses aussi. Et il faut parfois passer par là pour grandir, pour progresser, pour s'améliorer, pour voir les choses un petit peu différemment. Et je pense qu'un joueur aussi qui a vécu une période dans une fin de contrat ou qui a mis quelque temps avant de retrouver un club peut percevoir aussi les choses différemment. Il ne faut pas leur souhaiter ça, bien évidemment. Mais c'est un message à faire passer. Donc en préambule de la réponse, je voulais d'abord faire passer ce message-là. Après, s'installer durablement dans un club, je ne sais pas si tu peux avoir la prétention de dire ça aujourd'hui dans le foot dans lequel on est. Je ne sais pas. Ça serait l'idéal. Non, mais l'envie, à défaut de la prétention, l'envie. Alors, la question, c'est plutôt, est-ce que tu crois que c'est comme ça qu'on réussit ? C'est parce qu'on a du temps pour travailler, même si on sait que les résultats, ça presse le temps, bien sûr. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on y arrive ? Je sais pas. Prenons l'exemple, je suis sûr que tu connais l'exemple et son travail sur le long terme, Arteta à Arsenal. Oui. À quel point ça a été dur au début, où il a dû se séparer de certains joueurs qui semblaient installés dans le vestiaire, pour finalement construire une équipe qu'il a modelée à son image pour être aujourd'hui de retour en Ligue des Champions et acteur majeur de la Première Ligue. Il lui a fallu du temps et les propriétaires lui ont laissé ce temps-là. Est-ce que c'est l'issue, pour un entraîneur pour réussir, c'est comme ça que ça doit se passer ? Ouais, 2 ans et demi. D'ailleurs, il y a une série qui est sortie sur une plateforme. Bien sûr, j'y pensais. Extraordinaire. Absolument, où on voit tout son travail et sa progression. Exactement. On voit tout, on voit le rôle aussi du board dans l'accompagnement, des périodes difficiles, des décisions difficiles à prendre et qui peuvent être parfois interprétées sans qu'on ait tous les éléments de manière différente. Donc c'est une super série et c'est un super exemple. La différence entre l'Angleterre et la France, c'est que la position des entraîneurs, elle est quand même, elle me semble complètement différente. C'est un rôle de manager général en Angleterre, avec des pouvoirs élargis. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut en France. Je dis juste que dans la culture française et de l'organisation française, il y a très peu d'entraîneurs qui ont ces pouvoirs-là dans les clubs. J'en connais en France 1 ou 2 seulement qui ont un pouvoir vraiment très fort, très impactant sur le recrutement, un pouvoir sur la politique sportive. C'est qui les deux ?
Bah, je pense que c'est Franck aujourd'hui à Lens qui me semble avoir un rôle de Ouais. manager général, voilà. Et puis je dirais peut-être depuis cette année Régis à Lorient aussi. Je pense qu'il y a un rôle Ah ouais, mais là, un ça peu marche plus pas, là, donc... élargi. Non, non, mais je dis pas ça. Oui, Je oui, dis là, que ce quand rôle on élargi, a ce mais... rôle-là Hmm. élargi, bah, c'est un rôle qui permet d'avoir une influence sur différentes strates du club. Et tu Encore une fois, l'aimerais, c'est ce parce que rôle? T'aimerais attention, avoir c'est ce parce que rôle? T'aimerais avoir non, ce non, rôle? c'est pas ce que je revendique. C'est pas ce que je revendique, mais c'est parce que puisque tu me prenais l'exemple de Oui, oui, Arteta, bien sûr, bien sûr. Hmm. À Arsenal, je disais que souvent en Angleterre, les entraîneurs ont un rôle différent et une position différente dans le club. Non, je pense qu'il y a deux modèles qui peuvent exister. Aujourd'hui, à Lens, on voit que ça fonctionne très bien avec cette organisation-là. Je pense qu'aussi, on peut très bien fonctionner avec un triumvirat président, directeur sportif et entraîneur. Le tout, je pense qu'il faut une forme de cohérence et de continuité. Une des problématiques qu'on rencontre, c'est encore une fois que l'entraîneur il a une durée de vie d'aujourd'hui de 12 mois, 14 mois, et c'est les chiffres qui montrent ça. Ouais, Et ce ouais. qui s'est passé à Arsenal, en l'occurrence, puisque tu m'évoques le cas d'Arsenal, c'est que même dans la tempête, même après 2 saisons entières sans Coupe d'Europe, je crois qu'ils ont fini 2 fois 8e, et ben, le board a tenu bon, ils ont cru en Mikel, ils ont cru en son projet finalement, en ce qu'il mettait en place, et aujourd'hui ils sont de retour en Ligue des Champions, et de nouveau ils postulent pour le titre. Mais ça a pris 2 ans et demi. Est-ce qu'en France on laisse 2 ans et demi à un entraîneur J'en suis pas persuadé. Donc c'est peut-être une des réflexions qu'on peut mener, mais c'est pas une réflexion simple. Bon, Julien, en attendant de savoir si tu vas rester longtemps à Rennes, bonne deuxième partie de saison. Merci, c'est gentil Daniel. Et puis bonne ouais. continuation pour vous. Voilà les amis, c'est la fin de ce premier épisode de ce nouveau rendez-vous sur la chaîne YouTube de l'After, le Daniel Riolo Show. Bientôt, on recevra à nouveau un acteur du foot français ou pas que français d'ailleurs. Alors, si vous avez des idées, si vous avez envie d'entendre des gens qui viendront répondre à mes questions, donnez-les vos idées. Vous savez, c'est ouvert sur le chat, vous pouvez réagir, dire ce que vous avez pensé de cette interview de Julien Stéphan notamment. Voilà, c'est fait pour être vécu ensemble, cette nouvelle chaîne YouTube de l'After. Ciao les amis, à bientôt, bye bye.